Allô tout le monde, Objectif Québec, le podcast. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Christelle, je sais, Mmh. qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais Pourquoi? t'as vu? Je sais. J'ai fait un On est en prison, Christelle. ah ouais, on est en prison. Hein? Je sais pas, j'ai rien fait. Enfin Ah non, non, si, non, j'ai fait mais quelque je chose? suis sûr que t'as fait quelque chose et on va Ah nous bon? expliquer. Tu sais que j'ai été obligé d'appeler un ami pour payer la caution. Ah bon? Ah ouais. Parce que là, sinon on ne sort pas. Ah non, jamais, D'accord. Bon, jamais. bah alors, OK, on y va? Salut Jocelyn. Salut Jean-Michel. Bonjour Salut Christelle, Jocelyn. allô. Tu vas bien? Oui, oui, merci. Mais Malgré les lieux, oui, je vais bien, je vais c'est bien. vraiment, Ouais, ouais, vraiment ouais, gentil de ouais. venir nous délivrer. Je ne sais toujours pas ce que Christelle a fait, mais visiblement, pour qu'on nous enferme dans ce lieu, c'est quelque chose d'inavouable. On est où d'abord, Jocelyn? On est au Morin Center. Morin Center, c'est un site patrimonial. En fait, on est dans la prison qui était à l'époque la seule prison anglophone au Québec. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais le Morin Center, c'est reconnu à l'échelle nationale. C'est un musée, c'est un centre culturel. Vraiment le bâtiment qui était la présence anglaise au Québec et à Québec, dans la ville de Québec. Et cette mission ici au centre, ils sont bien gentils, ils nous accueillent et Oh, alors bien gentil, ils bien ont gentil. non, mais ils sont bien On est quand gentils. même en prison, Oui, C'est ça. Jocelyn. oui, Ce oui, mais on a quand même le privilège de circuler un peu plus librement que ceux qui étaient ici. Vous voyez pas ça, mais il y a des anneaux au sol qui mesurent, je sais pas moi, 6 centimètres d'épaisseur. C'est pas hein, il y a des gens qui ont souffert ici, j'imagine. Donc on est pas mal ici. Et donc la mission du centre, c'est d'offrir, au public, d'expression anglaise, bien sûr, et française, une programmation qui est riche dans les secteurs de l'interprétation du patrimoine, de l'éducation et des arts. Le Morin Center est géré par la Literary Historical Society of Quebec et c'est fondé en 1824. C'est la plus ancienne société savante au Canada et elle est encore en existence. L'histoire ici témoigne vraiment du développement de la vie intellectuelle au Québec et au Canada. Et si vous avez l'occasion d'être à Québec et de venir voir le Morin Center, non seulement la prison ici, qui est un lieu quand même plein d'histoire, hein, on voit l'usure des planchers, on voit des cellules, c'est impressionnant, mais aussi tout le centre est fait de bibliothèques extraordinaires. On voit vraiment la présence anglophone au Québec. Et c'est ici que vraiment, ça s'est enraciné, tout le côté intellectuel et d'éducation pour le Québec anglophone. et c'est justement cette présence anglophone qui nous amène ici parce que, outre le fait qu'on ne saura pas ce que Christelle a commis pour nous emmener dans cet endroit étrange, mais ceci n'est la présence anglophone caractérise beaucoup, d'après ce que tu me disais, la manière de travailler au Bien Québec sûr. et c'est ça qu'on avait envie de voir avec toi aujourd'hui, Jocelyn. C'est quoi de travailler au Québec? En quoi c'est véritablement différent et atypique? Ah, c'est très, très différent. Moi, si vous avez écouté le premier podcast, hein, si vous avez fait ça, heu, vous savez que j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup, beaucoup en France. Je connais très bien les sociétés françaises et la culture française aussi du travail. Je vais vous donner une anecdote qui vient bien, je pense, positionner la différence entre la culture du travail au Québec et celle de la France. Première fois que je vais travailler en France, j'ai un mandat avec, Bouygues. Et le client, qui est un patron, je ne me souviens plus, de chez Bouygues, un vice-président quelconque, me donne rendez-vous à 19h30 à leur bureau. Alors je me dis 19h30, moi dans ma tête, 19h30, il m'attend, il a terminé son dossier de trucs, on va aller souper. Mais quand j'arrive au bureau à 19h30, les bureaux sont pleins. Il y a plein de monde. Les gens, ils sont au bureau comme s'il était 15h l'après-midi. Et là, je me dis: «Oh là là, mais c'est pas comme au Québec ici». Parce qu'à 19h30, il y a plus de personne dans les bureaux au Québec. C'est pas comme ça qu'on travaille. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le choc de culture du travail, où j'ai compris que non, c'était pas du tout comme le Québec. Et du coup, à l'inverse, là, tu nous as parlé du choc culturel que toi, tu as vécu quand tu es arrivé en France. Oui. Le choc culturel, aujourd'hui, nous, on accompagne avec Objectif Québec, plein de Français qui vont venir ici, malgré toute la préparation et comme on le disait, hein, je pense que Christelle s'y prépare suffisamment bien pour que normalement, ils aient quand même le gros de l'information. Malgré tout, ça reste quelque chose de très différent. Quand on arrive ici, hem, comment ça se passe? Bah, écoute, c'est comment dire? Il y a, autant de différences dans le monde du travail français qu'il y en a dans l'accent du Québec et de la France. Hein, parce que si je parle québécois normal comme je parle chez Quand même. nous, hein, il y a vraiment une très grande différence. Donc cette façon nord-américaine de faire des choses, elle est pas latine. On est latin parce qu'on est français d'origine, on est québécois, donc français, mais on est aussi, heu, t on a été toujours formé dans un monde, britannique, dans un monde anglais. Et donc la façon de travailler au Québec, tiens, je vais donner un exemple de Français qui viennent au Québec. J'en fais souvent venir, on visite des entreprises et on me dit: «Ah bah, tiens, Justin, ça serait bien d'aller voir le patron de telle ou telle entreprise, on pourrait se rencontrer vers 18h». Je dis: «Non, jamais de la vie». «Mais pourquoi pas?» «Parce qu'il est plus là à 18h». «Ben, comment ça, il est plus là à 18h?»
Et même l'été, à 15h, 15h30, 16h ou plus tard, ils vont partir pour aller au chalet de fin de semaine. Mais ils ne me croient pas, les Français qui viennent. Ils disent: «Ben non, attends, c'est des blagues, il y a quand même le chef d'une grande entreprise ou la chef d'une grande entreprise, vous lui demanderez». Effectivement, les gens Jocelyn nous a dit que, vous quittiez tôt le vendredi, l'été. Il dit: «Oh absolument, moi à 15h, je suis partir, moi je suis parti». Donc il y a une façon au Québec de gérer l'équilibre, vie, travail, plaisir, travail, qui est très différente de celle de la France. Et tu sais ce que les Français disent quand ils arrivent comme ça, bah, les premières semaines, Ouais. les premiers mois? Ils disent en fait, le fait de finir très tôt, comme tu le dis, hein, 16h, enfin très tôt pour un Français, Pour un Français, pour un Français, ouais, oui. ouais. Français, les premières choses qu'ils nous disent et qu'ils nous relatent tout de suite, c'est: «Mais on a l'impression d'avoir 2 journées en Ouais, une». oui, bah, ouais. Parce que, bah, le Français, puis plus particulièrement ceux qui vont passer, à Paris ou dans les grandes villes, vont finir très tard au bureau. Quand ils arrivent, pour certains, ils voient à peine les enfants. Juste une petite histoire et puis c'était terminé. Et là, quand ils arrivent là, ils me disent: «Mais tu te rends compte, à 16h, 16h30, on était à la maison et on s'est demandé», et ils ont vraiment eu une sensation de vide Oui. en Ah arrivant oui. parce que non, mais il a fallu réapprendre à prendre ce temps-là qu'ils ne connaissaient pas avant. Et là, ils sont partis dans les choses de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là?» Et là, d'un seul coup, ils redécouvrent une famille, ils redécouvrent les plaisirs de faire tout un tas de choses après 16h, 16h30. Oui, les gens arrivent à la maison, c'est normal de manger à 17h30. C'est avec les enfants, c'est l'heure où je vous dirais 17h30, 18h, la famille mange, ça c'est très, très, très normal. Ça les enfants finissent l'école, ils arrivent, les parents sont à la maison à 17h30 et ils font le repas, ils mangent avec les enfants, c'est très, très normal. En France, c'est pas comme ça souvent, hein. Ah, c'est clairement pas comme ça et justement, j'aimerais bien savoir si, imagine tu es chef d'entreprise, tu recrutes un Français qui n'a pas forcément été préparé et tout et qui se dit: «Ah bah, moi je suis français, j'ai l'habitude, je sais que pour montrer que je suis un bon travailleur, que je suis investi, je vais faire du présentéisme et je vais partir à 18h30, 19h et tout». Si tu as un employé demain qui fait du présentéisme comme ça et tout, qu'est-ce que tu penses? Ben, ça ne durera pas très longtemps. Parce qu'il va réaliser qu'il est tout seul au bureau, que personne n'est là, que le patron est parti depuis très longtemps, que c'est le ou la concierge qui vient vider les poubelles. Puis il dit: «Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes encore au bureau? Pourquoi? Vous avez un problème?» C'est pas normal. Je ne dis pas que les gens ne travaillent jamais jusqu'à 19h30. Ça arrive, évidemment. Il y a des projets sur lesquels il faut donner un coup de fouet, il y a ça fait forcément, on bosse. Je veux dire, les entreprises fonctionnent au Québec, hein, ça fonctionne. On vend des produits, des services, ça fonctionne. Mais de vouloir démontrer: «Je travaille plus», souvent un patron va dire: «Écoute, je vois que tu pars toujours très tard. Tu as peut-être un problème d'organisation de ton travail, il faudrait peut-être qu'on s'en parle». C'est ça qui va se passer. Je comprends pas pourquoi tu dois partir tard tout le temps, c'est pas normal. J'ai entendu ça de la part d'un chef d'entreprise qui a dit 2 choses, donc celle que tu évoques, c'est-à-dire que si on voit la personne terminer tard, c'est qu'elle a pas réussi à faire son travail dans le temps imparti. C'est ça? Donc tu as un problème d'organisation ou, voilà, de méthode ou je ne sais quoi. Et la deuxième, c'est tu as peut-être aussi un problème familial parce que si tu veux rester là alors que tu devrais passer du temps en famille, Oui, donc c'est tu vois, c'est ce qu'on a. exactement, c'est un bon point, mais j'avais un collègue qui disait: «Ah moi je rentre pas à la maison à 19h30, puis les enfants sont couchés». Je me dis: «Ouais, attends, Ouais. tu un problème là, toi, c'est ça, c'est pas le travail là, ça c'est toi qui as un problème». Mais à contrepartie aussi, on n'arrive pas à 10h au travail le matin. Si tu arrives à 9h30 ou à 10h le matin, les gens vont te regarder trop l'heure en disant: «Tu vu l'heure? Tu un problème, il y a quelque chose qui se passe». Une fois, ça peut arriver, mais régulièrement, des gens, ils arrivent au bureau, 8h30, 9h, une journée normale de travail, 9h, 17h, 9h, 16h30, 8h30, 16h30, ça, c'est des horaires normaux, pour le travail. C'est pas, on n'arrive pas à 10h. La pause du midi aussi qui est différente, Oui. en France de Québec. Tu sais bien ce que c'est. En France, la pause est une réelle pause parce qu'il faut aller prendre le temps de, déjeuner, dîner, suivant là où on se trouve, qu'au Québec, c'est sur le pouce et il faut Ouais, que ça aille, ouais, c'est plus sur le pouce, c'est plus plus vite. rapide, Voilà. ça dépend aussi des métiers. Si tu travailles, comme ouvrier dans une usine, tu es syndiqué, tu as des temps et cetera, tu as 1 heure ou 45 minutes pour manger, c'est un truc. Mais souvent, les gens dans le bureau, ils vont manger ensemble, ils vont se prendre un petit truc, ils vont, travailler en mangeant un sandwich. Le resto, pas il y a c'est pas comme à Paris, il y a pas des restos partout. Il y en a évidemment, mais c'est pas comme 20 bistrots à tous les coins de rue où tu peux aller manger facilement. C'est pas du tout ça. Il y en a évidemment, mais c'est pas cet esprit. Les gens amènent leur lunch très souvent au bureau. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se font des lunchs, et qui mangent à leur bureau, qui mangent à la cafétéria et puis qui discutent avec tes collègues, puis ensuite qui recommencent à travailler. Mais c'est ça.
On parle des différences culturelles, on en a cité, sur les horaires, sur la pause du midi, mais si on est ici, c'est aussi parce que c'est un lieu qui est fortement marqué par, la présence anglaise. Hem, J'imagine qu'au niveau aussi du management, des relations interpersonnelles, les choses sont extrêmement différentes et probablement un petit poil déroutantes pour le Français qui arrive. Déroutantes à quel point, je sens? Je vais vous donner un exemple encore une fois. J'étais avec les gens de chez IBM à Bromont, avec des Français. On faisait, des visites d'entreprise et donc tout d'abord, ben, ils me disent, «Il est où le patron?» «Il est là». «Mais c'est qui?» «Ben, c'est lui là». «Ah bon? Il est habillé comme un employé?» «Oui, le gars, il a la chemise avec les manches roulées et tout et c'est pas lui qui ouvre la rencontre, c'est un employé qui ouvre la rencontre». Il dit: «Moi, mon rôle», il le dit après, il dit: «Moi, mon rôle, c'est pas moi qui est important. J'ai un rôle à jouer, mais c'est eux sur le plancher qui font de qui». Hein? Et on commence, par exemple, on commence par présenter l'entreprise du côté humain, des employés, qui sont, quelles sont nos valeurs, et cetera. C'est les employés qui présentent ça et on finit par les chiffres. Et j'étais avec des clients français qui disaient: «Mais attends, chez nous, on commence jamais par les humains, on commence par les chiffres, puis on finit par, Ce qui reste du temps. c'est Il ça, reste ouais, du temps. c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Donc ça, c'est un truc. Une autre anecdote, le patron, dit: «Ben, moi, je fais du covoiturage avec mes employés». Ah, les Français qui étaient là, ils disent: «Ah bon?» «Ah, mais je fais du covoiturage». «Mais attendez, vous conduisez parfois?» Il dit: «Ben oui, on a chacun notre tour, on est 5 dans la voiture et on a chacun notre semaine, c'est qu'on fait le tour». «Mais ça vous dérange pas?» C'est ce qu'on lui demande, «Ça vous dérange pas?» «Mais non, au contraire. Moi, je suis avec les gens, que je connais, on échange des trucs, on se parle et c'est très riche». Mais pour un Français, que le patron soit, c'est quand même une grosse usine, là, Ouais, c'est ça. c'est pas un petit truc de 5 personnes, là, dans ce cas-ci, on était chez, on n'était pas IBM, zut, le nom m'échappe, mais peu importe, une grande entreprise, connue, internationale. Et pour un Français, c'est pas normal ça. On se dit dessus. On se dit dessus, les Franquais, des Québécois disent dessus à leur patron. Il y a pas ce, je dis pas qu'ils disent toujours dessus, ça peut dépendre, mais ce tutoiement, il est assez facile, cette proximité hiérarchique qui est pas du tout celle qu'on connaît en France avec C'est les, ça. hein, la protection des patrons là, c'est pas du tout ici. C'est très familial, Hiérarchie très différente. Est-ce qu'on peut ici facilement contredire son patron? oui, oui, oui. Contredire comme, de Si c'est bien façon fait. intelligente, Poliment, j'entends ben bien, oui, poliment. évidemment, mais Mais juste dire avoir un oui, désaccord oui, professionnel, oui, oui, sans forcément oui. mettre, sa job, Absolument, ça sur ça la étonne sellette. aussi les Français, ça, la possibilité de débattre, argumenter sur des idées, des points de vue, et cetera, en présence de la personne qui porte la décision, le patron, par exemple, ou la patronne. C'est très normal de dire: «Écoutez Christelle» ou «Écoute Christelle, je sais que tu penses qu'on devrait faire ça, mais moi je pense que da pour telle raison», et le patron va dire: «Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça» ou «J'avais pas vu ça comme ça. Ah, tu amènes un bon point». Et donc cet échange très collégial, je dirais coopératif, fait partie de la mentalité québécoise et ça remonte à nos racines. Il a fallu travailler ensemble pour bâtir un pays. Il y avait rien ici. Il fallait travailler ensemble. Il n'était pas question d'avoir des liens, de distance entre, quelqu'un qui était plus important que toi. Il fallait faire des choses ensemble. Et donc, c'est resté dans cette culture du Québec de travailler de façon assez proximité. La hiérarchie est assez, plate dans ce sens-là, ouais. Hiérarchie horizontale, comme on dit. Ouais, pas nécessairement structurellement horizontal, c'est un modèle d'organisation qui existe comme ça, mais dans la proximité, heu, je sais moi quand j'ai travaillé avec, qui c'était? Martin Bouygues, je devais le rencontrer pour un événement qu'on faisait, on allait travailler ensemble sur scène. Et donc quand j'ai eu rendez-vous avec Martin, mon client direct m'a coaché sur comment je devais être avec monsieur C'est Bouygues. ça, Alors écoutez, exactement. je l'écoutais Ouais. poliment, il ne faut pas l'interrompre, il ne faut pas lui poser de questions embarrassantes. Je suis un consultant, moi, je sais quand même conduire avec des gens, mais bon, mais je voyais bien l'importance pour lui. On allait rencontrer Martin Bouygues, il n'avait jamais rencontré de sa vie en personne. Et donc, on est assis dans son bureau, Martin Bouygues, il y a moi, monsieur Bouygues qui est assis en face de moi, il y a mon client là, qui est juste ici à côté de moi, et il y a l'attaché de presse ou de communication qui est de ce côté-ci. Et monsieur Bouygues, Martin Bouygues m'explique des trucs. Et tout d'un coup, je disais: Excusez-moi, monsieur Bouygues, ce que vous me dites tout de suite, est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, j'arrive pas à faire le lien entre les deux, ça, je comprends pas le sens. Et je vois la main de mon client qui part sur la table comme ça pour m'arrêter. Comme: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas faire ça!» Eh bien, tu es fou! Et Bouygues me répond: «Ah oui, oui, probablement les Québécois, vous êtes très pragmatiques, vous avez raison, je comprends pourquoi». Et là, il m'explique le truc. Il n'y avait rien de plus normal pour moi que de poser cette question. Mais je voyais bien que dans la culture de mon client, ça ne se faisait pas. Il n'aurait jamais osé faire ça. Assez il a voulu m'empêcher de le faire. Ouais et puis, peut-être que le dirigeant n'aurait pas répondu non Peut-être. plus comme il t'a Tu avais répondu parce que tu es un Québécois Oui, et lui aussi, il est dans la culture de: «On ne peut et pas me dans parler comme ça, on ne peut pas me contredire». donc Tout à fait. ouais, ouais. Alors qu'au Québec,
Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens Toujours qui des sont plus exceptions. rigides que d'autres. Mmh. Oui, Mais de façon générale, un Français, et vous qui nous écoutez là, qui vient travailler ici au Québec, il peut s'attendre à avoir avec sa hiérarchie des liens de proximité, des liens de facilité, des liens de collaboration, des liens de coopération, des liens de débat, des liens d'échange qui sont fructueux et pas je suis patron, j'ai raison. Il n'y a pas comme ça. Vous savez, l'expression petit chef qu'on a en France, ça ne se dit pas au Québec, ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de. Bah, puis, c'est pareil, hein, le chef d'entreprise dont je parlais tout à l'heure me disait aussi que quand, il y a un recrutement qui se passe, le souci, bah, de connaître la personne, savoir comment elle est, mais c'est aussi de savoir si elle va s'intégrer à une équipe et si elle va justement pas la scinder, s'il va y avoir vraiment un esprit collaboratif et a priori, c'est vraiment la chose essentielle au départ pour un dirigeant. L'aluminerie ici qui s'appelle à Deschambault, qui s'appelle Alcoa, c'est une aluminerie. mmh Il y en a beaucoup au Québec. Quand ils ont ouvert l'aluminerie, ils ont recherché des gens avec des valeurs communes, des comportements communs, en disant: «On va leur apprendre à gérer une aluminerie, à faire marcher une usine. Ça, c'est facile, mais les comportements, les valeurs, comment ils sont entre eux, ça, leurs parents ont fait le boulot avant nous, hein, c'est trop tard quand ils ont 20, 25, 30 ans». Et donc c'est ce qu'ils cherchaient, des gens avec des valeurs communes. Et quand on va là, on voit vraiment l'esprit de camaraderie, de participation, de plaisir qu'il y a entre tous les niveaux de l'entreprise. C'est très, 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 très fluide, ce qu'ils font, la façon de gérer l'entreprise. C'est très, c'est un bel exemple. Tu viens de mettre le point sur quelque chose que je trouve vraiment très intéressant parce que ça fait écho à beaucoup d'histoires, qu'on a entendues, y compris de candidats qui, nous expliquent s'être parfois présentés de manière, plus ou moins fortuite, à des postes en n'ayant pas le CV, en n'ayant pas le cursus, heu, en ne répondant à aucune des cases qu'il fallait cocher et à obtenir la job parce que avait été mis en avant dans la relation qui s'était passée entre l'employeur et le candidat, la primauté au facteur humain. Oui. A Ah, priori, l'attitude. tu fais pas le tu as pas les garanties, mais moi je crois en toi et ça me semble très québécois Ouais, pour le ouais, coup. C'est très vrai. Tu voulais dire quelque chose? non, non, c'est ça l'attitude. Moi, je leur parle toujours d'attitude, mais je pense que c'est ce que le Québécois recherche avant tout, c'est une attitude avant même le reste, en se disant que le reste, viendra Oui, après, en fait. oui, oui. Il y a, tout à fait, ça évidemment, il y a des métiers, il faut Bien avoir des sûr, connaissances, bah, on Évidemment, oui, oui. s'entend. Mais, à la base, en France, l'importance des études, moi, ça m'a toujours étonné quand on présente quelqu'un, il commence avec, à la crèche en telle année, je veux dire, mais j'ai compris aussi qu'une amie qui avait un enfant qui était naissant me disait: «Mais s'il va à tel endroit, à la crèche, après ça, il y a telle école et pas telle école». Et son cursus de vie est presque déjà, dicté par les écoles ou les endroits où il sait dans ses premières années de vie. Et donc il y a beaucoup en France cette importance qu'on donne à l'éducation formelle. J'ai fait, l'ENAP, j'ai fait ci, j'ai fait à l'école, je il y a on en parle beaucoup ça. Et alors qu'au Québec, je ne dis pas que c'est pas important évidemment, mais c'est pas ça qui prime. C'est pas ça qui prime. il y a beaucoup Ouais, aussi un niveau ouais. social aussi, hein, Oui, suivant les oui, études que oui, tu as oui, faites et oui, tout oui, ça, c'est exactement. on est capable de Il y dire, a de quel niveau, Ouais. enfin, Il y a c'est il moins y a il non. y a il y a il y a beaucoup moins ça ici, c'est les castes, en l'histoire française, hein, il y a pas si longtemps, la royauté et tout ce qui Ah, la découlait de la royauté, hiérarchie est tout là, ça, la hein. hiérarchie, royale du sang, elle est encore un peu dans la culture, je pense. Alors qu'au Québec, non, au contraire, on s'est opposé à la dominance anglophone. On s'est battu contre justement cette hiérarchie qui nous disait: «Vous agissez comme ça, vous pensez comme ça, vous parlez pas votre langue». Et donc le Québec, ça forçait un peu comment dire? Ce côté beaucoup plus humain dans les choses, Quand on est dans une période de recrutement, ce qu'on vient de dire, OK, au Québec, la qualité humaine, le profil, prime sur le reste. Même si une fois de plus, évidemment, les diplômes, les compétences, l'expérience, ça reste quand même clé à un moment donné, voilà. Mais c'est un élément à mettre en avant. Sauf que c'est un élément qu'on n'est pas du tout, en tant que Français, habitué à mettre en avant. On va même plutôt le cacher pour pas dire que c'est pas une faiblesse. Donc on va présenter un curriculum vitae hyper technique et à l'entretien, si on a la chance d'avoir un entretien, parce que c'est pas facile tous les jours, on va rester sur une posture très professionnelle, dirons-nous. Voilà. À quel moment est-ce qu'il faut fendre la mur et montrer quel humain je bah, suis oui, et oui. Dès le départ. Dès le dès le départ. départ? Je vous donne un exemple, encore une fois, moi je pense que les anecdotes, les exemples parlent de bien. Il y a une entreprise qui s'appelle Gsoft, et qui font ce qu'ils appellent le test de la bière. Le test de la bière, c'est les ressources humaines, ils ont besoin de postes à combler
Et les ressources humaines font des recherches en disant, ben voici, on a tel candidat, ils ont des compétences égales, ils ont les études nécessaires pour faire le truc, etc. Maintenant, le test de la bière, il vient, OK, on va aller manger avec ces trois personnes, tour à tour. Et puis ensuite, l'équipe va se rencontrer en disant, on va prendre une bière, on va prendre une bière ensemble. Et puis, hein, est-ce que tu as envie de travailler avec Jocelyn? Oh, Jocelyn, il était emmerdant, il nous parlait de ses trucs, c'était pas, non, non. Mais Jean-Michel, Jean-Michel, écoute, c'était fascinant de travailler avec lui. Il nous a, c'est vraiment, on pourrait l'écouter parler de ses histoires tout le temps. Oui, oui, on veut travailler avec lui. Donc, c'est vraiment ce côté, c'est un bon exemple du test de la bière où on va voir comment il s'intègre à l'équipe, quelles sont ses valeurs, quels sont ses comportements qui vont faire que l'équipe va bien fonctionner avec cette personne ou pas. Les compétences ont besoin d'être là, évidemment, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais cela dit, c'est pas la personnalité, il faut faire attention là, c'est pas la personnalité, bien qu'il y ait un aspect de ça, mais c'est des comportements, des valeurs. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis intéressé dans les autres ou je veux être intéressant? Parfois, les Français, ils ont tendance à vouloir Ouais, être intéressants. c'est Ouais, ça. très bien. Et donc, Voilà. je connais des choses, je sais des choses. On arrive aussi dans une terre inconnue, on veut prendre sa place, ça se comprend, mais c'est pas une bonne façon au Québec d'essayer de se présenter. Il y a vraiment plus d'être intéressé. Ouais, Comment tu poser vis des chez toi? questions. Qu'est-ce qui poser des questions? Et ça, c'est la clé du succès au Québec, c'est d'être intéressé dans les gens. Et si tu es intéressé en eux, ils vont s'intéresser à toi. Ouais et pour le coup, si vous venez au Québec, a priori, c'est pour les gens, donc intéressez-vous à eux, hein, c'est le minimum et c'est, voilà, l'une des plus grosses richesses. OK. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que, bah, voilà, il y avait, quand tu étais arrivé, quand tu avais donné rendez-vous et que tu avais vu trouver tous ces gens qui travaillaient encore à 19h30, donc là, ça t'avait un peu, choqué comme en français, mais en québécois aussi. Qu'est à l'inverse, est-ce que tu as trouvé en France, par rapport à ton expérience, quelque chose qui t'a interpellé, mais dans le bon sens, à te dire: «Ah, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre», ouais? Tout à fait. La qualité du management dans les entreprises, elle est assez extraordinaire en France. Je ne dis pas que toutes les entreprises, et je ne dis pas qu'au Québec, il n'y en a pas non plus, mais l'intelligence managériale, situationnelle, la vision des choses, la capacité et je parle souvent des COMEX et autres, c'est des équipes qui sont souvent très fortes, intelligentes, qui s'engagent sur des pistes assez fortement et qui restent souvent très engagées là-dessus et qui réussissent très bien. J'ai peut-être eu la chance de travailler avec des belles entreprises du CAC 40, peut-être, mais n'empêche, ça m'a vraiment, marqué, heu, l'intelligence, l'intellect, la connaissance, que les managers français peuvent avoir et qui enrichissent, leur façon de voir le monde et de travailler et de faire progresser l'organisation. Ça, c'est définitivement un côté des Français qu'on pourrait développer au Québec, de grandir. Je pense que les Français aussi, souvent, ils arrivent au Québec et puis après quelque temps, ils disent: «Ouais, on n'a pas beaucoup de débats, on n'a pas beaucoup d'échanges avec les Québécois, hein, c'est pas» oui, c'est vrai, on n'est pas un peuple d'intellectuels, Culture du c'est ça. consensus Culture, aussi? exactement. Ouais. Ouais, culture, beaucoup de consensus. Cette vision aussi, c'est ce que des fois on entend, de la part des Français quand ils sont arrivés là. C'est comme tu dis, en France, il y a peut-être cette, culture et cette vision de prévoir ou vraiment beaucoup, beaucoup prévoir à long terme, puis, organiser bien, qu'au Québec, la vision est beaucoup moins longue, moins complexe, beaucoup plus, rétrécie dans le temps. On s'attache plus à savoir ce qu'on fait là, instantanément, là, pratique, d'un côté pratique et pas dans 1 an ou 1 an et demi. Ça c'est des fois les Français, ça vient un petit peu les Ouais. chercher en se disant: «Mais on a une vision courte». Et c'est aussi une façon d'apprendre, il faut s'adapter aussi à cette vision courte-là. C'est pas évident. Et moi, je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin d'être agile, d'être réactif, de s'adapter rapidement au changement. Je pense qu'au Québec, on a une qualité justement parce que la culture, ça n'a pas toujours été utile, justement ce court-termisme. Mais aujourd'hui, il y a quand même des réflexes d'entreprise qui sont: «Il faut agir vite, il faut être agile». Alors qu'en France, je sais ce que c'est des grandes entreprises, il y a pas d'entreprise de 200 000 collaborateurs, au Québec, à part le gouvernement et peut-être une, là. Mais il y a des très, très grandes multinationales en France. Alors faire tourner ces grands bateaux et la culture qui va avec, c'est très long. Alors qu'ici, on est souvent plus rapide. Je pense qu'aujourd'hui, c'est utile, cette capacité de s'adapter rapidement. Heu, Dans cette, capacité de s'adapter, on a parlé tout à l'heure de la primauté, on va dire, des qualités humaines où certains ont pu obtenir des jobs alors qu'ils n'avaient pas forcément le cursus.
En France, on sait qu'on va être très vite catalogué. Je m'explique, si, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile, il y a quand même 9 chances sur 10 que je la termine dans l'industrie automobile. Parce que dès que je vais vouloir faire un pas de côté et aller dans une autre industrie, on va dire: «Bah non, bah tu fais de l'automobile». C'est aussi comme ça au Québec ou au contraire? Non? Non, non, pas du tout, non. Non, au contraire, c'est qu'est-ce que tu as appris dans l'automobile qui va être utile dans le domaine, de la science? Qu'est-ce que tu as appris dans le domaine de la science qui va être utile dans le domaine du commerce de détail? Qu'est-ce que tu as appris dans le commerce de détail qui va être utile dans le domaine de l'automobile? Je c'est des compétences de management, des compétences de vision, des compétences de leadership, des compétences de relations humaines. C'est pas dans l'automobile ou dans ça, c'est la connaissance du sujet. Mais ici, on valorise un patron et des employés qui ont une richesse d'expérience de différents horizons. Parce que, on sait que ces gens-là, ils ne sont pas coincés dans la même boîte depuis toujours et que ça va être difficile de leur faire voir autrement, un autre métier. Alors que des gens qui ont fait ça toute leur vie, ils ont eu 7, 8, 9, 10 carrières, c'est même souhaitable. Faire faillite, au Québec un peu moins, mais en Amérique, c'est pas tragique, c'est pas les gens se réjouissent pas, mais c'est dire: «OK, il a essayé, C'est une expérience. c'est une expérience, il bâtit». Il y a une anecdote d'ailleurs avec, Jack Welch qui était patron, à l'époque chez General, Electric et un de ses collaborateurs, a fait une erreur qui a coûté des dizaines de millions de dollars, je pense que c'est même dans des centaines de millions de dollars et il est arrivé à Jack Welch, président de l'entreprise, avec sa lettre de démission en disant: «Écoute, je peux comprendre que tu ne veux plus me garder». Et Welch prend la dette, la met aux poubelles en disant: «Je viens d'investir 100 millions sur toi, il est hors de question que je te laisse aller». C'est un peu comme ça, c'est un peu cet esprit de qu'est-ce que tu apprends ailleurs qui va nous être utile? Qu'est-ce que tu as appris dans tes échecs? Alors qu'en France, on n'a pas cette perceptive cette façon de voir les choses, je pense. Moi, je vais me faire porte-parole des Français sur, leurs interrogations. Puis je pense 2 questions qui les choquent le plus quand ça leur arrive en tout cas et ma question, ça va être aussi de la poser puis de savoir si ça vient chercher aussi un Québécois ça, ou si c'est vraiment que purement culturel. Le Français ou en tout cas même les Québécois peuvent du jour au lendemain être remerciés. Quand je dis du jour au lendemain, sous 8, 10 jours, peuvent être remerciés, même si ça fait 10 ans, 12 ans que tu es là et qu'a priori tout va bien. Ça, pour un Français, c'est très, très choquant, c'est Ouais. très déstabilisant et là, culturellement, ça vient faire tomber donc ma question, c'est je pense que oui, tu étais d'accord avec ça, mais est-ce que le québécois, ça vient de chercher aussi Heu, est-ce que je ou suis est-ce que tu es d'accord? habitué? Ou Ben, est-ce c'est qu'on comme est c'est habitué? c'est comme ça C'est que ça se commun? fait. Il Ouais, y a pas de volet social qu'il y a en France. 5 semaines de congé, par exemple, le minimum, quand c'est pas plus. Ici, 5 semaines de congé, vous avez ça après 30 ans de service. Pas la première année. Jamais les gens, ils ont, 15 jours, 2 semaines. Travail, c'est normal. 2 semaines de congé là, dans l'été, c'est ça pour la grande majorité des gens, c'est ça. Il y a pas des ponts et des ça n'existe pas ça et donc tout le côté social d'avoir, je me souviens avec la SNCF, tu pouvais donner ta démission et rester en poste. Tu as démissionné, tu dis: «Patron, je démissionne» et tu restes en poste tant ça que tu as pas trouvé un c'est boulot à la l'interne. SNCF ça. Oui, voilà. Ça, c'est peut-être pas le bon Ouais, exemple. Pas de bon exemple. Non, mais d'accord, bon, mais c'est SNCF et RATP, on les met de côté. d'accord, Ouais, OK, parce parfait. que là, Mais c'est mais c ça ce que je veux dire, c'est qu'il y a, du côté social en France, ce que nous, des fois, on dit: «Mais attends, ça a pas de sens, là, c'est de l'abus». C'est aussi, je trouve pas que c'est correct de congédier quelqu'un, tu rentres pas vendredi lundi prochain, c'est vendredi, il est 15 heures, tu es congédié, prends tes affaires, tu reviens pas. Ça, c'est pas normal, mais c'est aussi comme ça que ça se passe. ah ouais. En France, on est habitué déjà à être, oui, c'est difficile pour être licencié et si on te licencie, il y a tout un tas de procédures pour protéger la personne et même ça, ça va prendre des semaines ou des mois avant que ça arrive. Enfin, le français, finalement, a un peu le temps de s'y préparer aussi donc qu'au Québec, ça peut arriver et être très, très brutal mais c'est pour ça aussi, je pense, que les Québécois sont aussi agiles parce qu'ils sont résilients par rapport à ça et je dis toujours des fois on a, des Québécois quand tu discutes avec eux qui ont 60, 65 ans, qui ont fait plusieurs métiers parce que justement ils se sont adaptés aux circonstances, à la vie, voilà, à ce qui a pu se passer sur leur parcours, pro et s'il fallait retourner à faire des études, ils retournent. S'il a fallu chercher un autre emploi, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile pour un Français. Et c'est moi, sur tous les Québécois que j'ai rencontrés, pendant les années où je vivais ici, j'ai toujours été surpris. C'est-à-dire qu'on discute et tout, ils disent: «Ah bah, c'est bon, mon contrat vient d'être Ouais, vient d'être c'est ça. terminé». Ah ouais, oui.
je sais pas, mais tu as l'air tu le prends bien. C'est-à-dire que nous, effectivement, une rupture de contrat, déjà, il y a le mot rupture Une dedans dépression, ouais. et c'est quelque chose de Très violent, c'est lourd, ouais. quelque chose, c'est typiquement, ça va être ça arrive, hein, toujours pas de généralité, mais les ruptures vont souvent se faire dans le conflit. C'est difficile de garder un bon relationnel avec son patron qui nous a licenciés, un peu brutalement. Alors qu'ici, j'ai Ouais, l'impression que, bah, non, ils avaient plus besoin de moi, ils ont mis C'est et ça, c'est ça, il ça y a c'est comme ça. c'est pas un C'est drame, en il y a pas il fait. y a pas de c'est pas jugement dans l'autre sens, en ça fait. ça peut être un drame personnel, je perds mon Oui. boulot et Ouais, cetera, mais je peux comprendre pour un Français parce que, encore une fois, il y a des postes syndiqués dans lesquels il y a des da 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 da, il y a aussi des lois où est-ce que tu dois faire les choses d'une certaine façon, bien sûr. Mais ce que vous énoncez tous les 2 est très vrai. Je veux dire, tu peux très bien arriver un lundi, on te dit: «C'est ta dernière semaine, tu rentres, c'est fini». «Ah bon? OK» et c'est comme ça, c'est comme ça, et tu pas forcément une mauvaise personne pour autant. On a juste, voilà, on avait une mission, on n'a plus besoin de tes services. Si tes services sont bons, on en a juste plus besoin et et c'est pas grave. souvent on va dire: «Écoute, si autre chose se présente, on te rappelle». Donc c'est pas les mauvais termes, il y a Et pas est-ce qu'on le fait de ouais, vraiment? ouais. Ben, ça oui, absolument, Voilà. oui, absolument, ça peut arriver, parce que on n'a plus besoin de cette personne pour on voit pour les 6 prochains mois, pour l'année qui va venir, on sait que, ah ouais, OK, mais peut-être, dans l'année prochaine, il y a autre chose qui s'est présenté. Jean-Michel ou Christelle, ils étaient très bien, eux, on les rappelle. Ça Est-ce existe ça. est-ce que la manière dont on va dire à un Québécois: «Bah, voilà, c'est terminé dans une semaine» et tout ça, va être la même si on n'a plus besoin parce qu'il y a plus de besoin dans l'entreprise, que si on s'aperçoit que la personne n'est plus compétente? Est-ce qu'on agit de la même façon et on le dit pas ou on évite de le dire? Non, je pense Ou qu'on est assez direct ou est-ce là-dessus, qu'on le ouais. dit quand même? Ouais, je pense qu'on Pourquoi? dit: «Ouais, Pourquoi, ça fait longtemps que je suis consultant, là, j'ai pas été employé depuis, 40 ans maintenant, mais de la on on est assez direct pour ça. quand même? Et On va le nommer, ouais, on on va va quand même nommer, on va nommer dire les choses. que «Écoute, tu sais, ton rendement depuis, quelque temps, tu en as parlé plusieurs fois, c'est assez décevant, on avait des attentes plus élevées sur ce que tu veux faire, on n'a pas l'impression que tu te sens bien ici, que tu développes ton potentiel, tu as des difficultés avec tes collègues», on va dire: «Écoute, ça je pense qu'on va mettre fin à notre, entente, on va travailler ensemble, on va te souhaiter bonne chance pour, tes prochaines choses. J'espère que tu vas trouver quelque chose qui te convient mieux». On ça peut être ouais, une c'est façon ça. dont on va Ouais. congédier quelqu'un. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, puis qu'il y a pas Oui, des il bien y a sûr. des imbéciles partout, là, ça on s'entend, mais ça c'est, je vous dirais, c'est assez normal ça, cette façon de le faire. La 2e question, c'est en fait, heu, quand il y a un conflit entre 2 collègues, enfin un conflit, c'est pas le mot parce que ça se passe pas comme ça, mais quand il y a quelque chose, des frictions entre 2 collègues, est-ce que c'est vrai que souvent ça se règle pas entre les 2 et que ça peut remonter justement sous une forme de hiérarchie pour que le problème ne soit pas direct, mais qu'il y ait une tierce personne pour temporiser? Ça, on l'a entendu souvent. Oui, les Québécois, de façon générale, n'aiment pas le conflit. C'est pour ça qu'il y a pas de débat non plus. Il y a rapidement, on OK, tu as raison, OK, Ouais, c'est c'est pas que ça. c'est une bonne façon de faire, Ouais. mais et donc quand il y a des conflits entre soit que ça s'en devenait, mais ça devient vraiment, vraiment pas bien, soit qu'effectivement, on va chercher une tierce personne qui va servir un peu d'arbitre, d'intermédiaire, qui va venir temporiser, et dire: «Ah, on va s'asseoir tous les 3 ensemble, vous avez un conflit, Jean-Michel et Christelle. On va s'asseoir ensemble et puis on va en parler. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et donc on va essayer de refaire la relation, de rebâtir, d'enrayer ou de diminuer. Ça, je vous dirais que c'est assez fréquent ça. On va aller chercher son patron immédiat. «Boss, j'ai un problème avec, Christelle, j'aimerais ça qu'on s'en parle». Il ne va pas dire: «Parle-lui», pardon, mais «J'aimerais ça qu'on s'en parle». Encore une fois, il y a des exceptions. Une gestion effectivement, non pas du conflit, mais on va dire des désaccords, ou des problèmes éventuellement interpersonnels assez différentes. Hem, Jocelyn, imaginons, alors tu disais que tu es consultant depuis quelques années maintenant et tout, mais imaginons que tu es chef d'entreprise et tu reçois un coup de fil un jour, d'une prison où tu as l'une de tes collaboratrices qui aurait été, jetée au cachot, et qui te demande de venir payer sa caution. Tu réagis comment? C'est normal? C'est ton rôle de Ça dépend si elle est belle. ah bah, il vient de chercher direct, Christelle. Non, 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 C'est non. sûr, voilà. C'est libéré, c'est bon, ça marche. Je penserais, qu'effectivement, on aurait intérêt à aller chercher la personne. Je pense qu'on Ouais ça se ferait. et Tu tu vois, vois? Ça ça se ça Hein? c'est québécois, ça tu se vois? Hein? Tu vois Elle ferait. la était bien ma question, différence? Je hein? pense qu'on dirait: «Attends, je vais appeler le service des ressources humaines, je vais voir», même dans une très grande entreprise, ce genre de problème-là arriverait et le patron, directement de Christelle serait au courant de ça. Il dirait: «Attends, je vais voir comment on peut t'aider».
à moins que tu aies commis un meurtre et puis tu as un truc, mais un truc tu as besoin d'aide, là, et que tu as pas de famille ou quelqu'un pour t'aider, j'ai pas de doute que si tu es dans une entreprise correcte, on va t'aider pour te sortir du C'était une pétrin. question Ouais, déguisée, ouais. si des fois je te laisse là? Hein? Hein? Préparer mes arrières, toi, comme ça, OK. au cas où. Ouais, Jocelyn viendra te chercher. C'est ça, oui. Merci Jocelyn. Parce que autant dire, l'endroit est accueillant, c'est sympa, le centre culturel Morin, c'est un endroit absolument Incroyable. magique, incroyable. On est dans la partie des cageots qui est pas forcément la plus glamour, même si on sent qu'il y a de l'histoire partout. Enfin, je n'ose imaginer ce qui s'est passé ici. Ça a été quand même pendant 55 ans une prison, avec beaucoup de Français, tu me le disais tout à l'heure. Mais le centre culturel Morin, c'est plein d'autres choses. C'est une bibliothèque, c'est un lieu super. Merci beaucoup à eux de nous avoir accueillis. Jocelyn, merci beaucoup à toi, voilà, d'avoir délivré Christelle, et peut-être de me délivrer après si elle ne veut pas m'emmener avec elle. Merci de nous avoir accordé ce temps. C'est déjà la 3e fois qu'on se parle, voilà. La première fois en vidéo, Ouais. c'est super. Hem, Puis on est sur ces terres. ah bah, là, pour le coup, voilà, on est sur ces terres, c'est grâce à toi d'ailleurs, c'est toi qui nous a ouvert les portes du centre culturel Morin. Hem pour voir ces cachots, n'hésitez pas, vous pouvez venir, sur YouTube, sur toutes les plateformes, d'Objectif Québec. Voilà, ça serait dommage de rater ça, ça serait dommage de rater Christelle, en prison. Ah, ils vont peut-être mettre autre. C'est quand même quelque chose. Effectivement, je pense que pour des Français qui veulent comprendre la présence anglophone au Québec, qui est très, très différente de la présence francophone, on le sait, hein, la guerre et tout, on ne viendra pas là-dessus, qui a été perdue aux mains des Britanniques. De venir ici, ça va leur ouvrir, plein d'horizons sur le Québec, la culture, ce mélange de culture anglophone et francophone, C'est ouais, un lieu ouais, ouais, tout à d'une fait. richesse incroyable, effectivement, faut venir le voir. Jocelyn, on arrive au terme de cet épisode aujourd'hui, mais traditionnellement, la dernière question, c'est la prisonnière qui la pose. Christelle? Bah, moi déjà, puisque a priori tu viendrais me chercher, derrière les barreaux, je vais te remettre la petite mascotte, Ah, mais c'est c'est Chouchou. Donc chouchou! ça, c'est pour toi. Salut C'est ce qu'on chouchou! met aux Sortez-moi à nos d'ici! invités. Je veux partir! Chouchou n'en peut plus, il est Chouchou, au bout j'en de sa peux vie. plus! C'est pas moi, c'est elle! Merci beaucoup, c'est très Et moi, j'ai gentil. une dernière question qu'on pose, pour ces podcasts-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être fier d'être québécois? Ah oui, ah ça, c'est une bonne question ça. C'est, ah là là, ça c'est la fierté d'être québécois, c'est, la fierté de nos origines, la fierté d'être français, d'être francophone en Amérique du Nord, de la fierté de nos institutions, la fierté de nos artistes, et pas que Céline Dion ou Garou, mais de l'expression de la culture francophone, heu, d'avoir bâti un pays à partir de rien. Il y avait rien il y a 300, 400 ans, il y avait rien, il y avait pas de rue, il y avait pas de bâtiment, il y avait rien, et c'est pas très loin, c'est mes ancêtres, il y a pas très longtemps, c'est les autochtones. C'est la richesse du territoire, de cette vie, de proximité, d'être une identité. C'est «Je suis québécois». On ne verra pas ça au Canada. Les gens ne disent pas: «Je suis ontarien» ou «Je suis saskatchewanais». Il y a qu'au Québec, on dit: «Je suis québécois». Il y a cette identité qui est: on est québécois, et on y tient, j'y tiens, et je vais mourir à la défendre, cette identité. Merci, merci beaucoup Jocelyn. Merci Merci Jocelyn. Jean-Michel À et tantôt tout le puis monde. à tantôt. Merci tout le monde. Ciao, c'était un plaisir, merci.